Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence ici et pour l'intérêt que vous avez par rapport à la problématique des jeux. Alors, nous avons deux excellents intervenants. Nous avons eu le professeur Bilieu, qui d'un côté nous a permis d'explorer le paradigme de l'addiction sans substance. Et puis, allez-y, je vous en prie. Et puis, nous avons eu avec le professeur Graal-Bronek vraiment le panorama d'un joueur pathologique qui nous a permis finalement de voir peut-être un peu différentes étapes. Et c'est vrai quelque part dans ma pratique clinique, quand j'ai un patient qui vient, que je lui demande de parler de sa carrière, de l'histoire dans le jeu, c'est un peu comme s'il passait par différentes étapes. Il y a d'abord une phase de gain, d'habituation par rapport au jeu, et puis quelque part, les jeux de hasard étant programmés pour octroyer un bénéfice à l'opérateur, il en vient rentrer dans une phase de perte, avec des conséquences. Conséquences financières, bien sûr, conséquences conflictuelles par rapport au couple, conséquences professionnelles. Et quelque part, si le joueur a conscience de cette problématique, de ces difficultés, il en voit aussi comme un moyen quelque part de magiquement s'y résoudre. Pour autant que j'ai le jackpot, pour autant que j'ai le gros coup, je peux récupérer cet argent. Et le joueur, immanquablement, s'enfonce de plus en plus dans ce que on va dire, les professionnels vont finir par dire une phase de désespoir. Magnifique, voilà, merci la technologie. Voilà. Ok, merci. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous faire ici, c'est plutôt de vous parler d'espoir. Donc, on aura un petit 20 minutes. Hein. Donc, durant ces 20 minutes, je vais vous parler des joueurs qui viennent nous consulter à l'ASBL Pélican, qui est un petit centre bruxellois ambulatoire, actif en matière d'addiction. Et nous verrons ensemble d'abord qui sont ces joueurs qui viennent nous consulter, dans un premier temps, et puis nous ferons attention un petit peu à ce premier contact. Comment ça se passe concrètement? Et puis quelque part, on a déjà beaucoup parlé dans les différents workshops, la question de la motivation qui va vraiment nous suivre tout au long de l'accompagnement thérapeutique, et puis la question de l'accompagnement, du lien, de l'alliance thérapeutique, et puis quelque part se dire finalement, le jeu, c'est un problème multifactoriel, qui demande aussi une réponse multifactorielle. Et à ce niveau-là, c'est important de savoir les ressources disponibles. Et en fonction du temps disponible, j'aimerais bien pouvoir élargir la question à tous les joueurs qui ne viennent pas consulter. Il faut savoir qu'en Belgique, la prévalence, on se situe plus ou moins à 2% de la population. Ça représente grosso modo 180 000 joueurs problématiques en Belgique. Maintenant, l'étude qui a été faite de prévalence en Belgique date de 2006, avant le boom de tous les jeux en ligne. Alors j'en serais quand même intrigué de voir si on faisait une nouvelle étude de prévalence, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Voilà le programme, donc allons-y. La patientèle, jeu excessif de l'ASBL Pélican, on a parlé de la phase de gain, la phase de perte, la phase de désespoir. Il faut dire que les personnes qui viennent nous consulter, souvent, ils sont dos au mur. Ils sont en phase de désespoir. Si on devait leur passer l'indice canadien du jeu excessif, ou le SOGS, il correspondrait vraiment dans un critère de jeu pathologique. Alors, ce sont massivement des hommes, 90% des cas. 40% sont actifs professionnellement. On est plutôt dans la tranche, je dirais, 35-45 ans, je veux dire en majorité. Et ce sont des gens qui jouent dans les salles de jeu, les casinos, les paris sportifs, en ligne ou en dur. Alors, concrètement, comment ça se passe quand un joueur vient nous contacter au Pélican? Ça se passe par téléphone, par mail. Alors, ce qui est important, c'est de rapidement lui fixer un premier entretien d'accueil. Quand je dis rapidement, grosso modo, c'est une semaine. Vous devez compter. Pourquoi c'est important, cette question de l'accueil? Il faut savoir qu'après l'accueil, un joueur sur 3 ne donnera plus de nouvelles. Donc, quelque part, le but de l'accueil, c'est simple. C'est de créer du lien. C'est de donner envie à la personne de revenir. Et quelque part, durant cet accueil, nous serons forts dans l'acronyme de l'entretien motivationnel, qui est l'acronyme ouvert. Nous allons suivre le patient dans l'exposé de sa problématique à travers des questions ouvertes. Nous allons le valoriser dans sa démarche. Et puis nous allons l'inviter, à travers la reformulation, à approfondir son questionnement et son trouble. Alors, différentes choses seront abordées. Bien sûr, la question de la demande. Alors, qui est porteur de la demande? Quelque part, est-ce qu'il y a une demande du joueur? Est-ce que c'est la demande de l'entourage? Est-ce que c'est une pression judiciaire? Donc, quelque part, la question de la demande, c'est intéressant de la poser au début, bien sûr, mais c'est intéressant aussi de la reposer éventuellement à la fin de l'entretien. Parce qu'à la fin, après 1 heure d'entretien, vous avez déjà un premier lien. Et peut-être que la demande qui va émerger sera plus proche de la vraie demande. Alors, deuxième point abordé, et ça c'est quelque chose qui va être assez spontanément évoqué par le joueur,
c'est l'évaluation de la pratique de jeu et les conséquences. Il va parler de ce qui se passe, il va parler du trouble, il va parler des conséquences. Et quelque part, c'est bien en tant que clinicien d'avoir des différents critères diagnostiques en tête. Quelque part, il va parler à un moment donné de l'histoire de vouloir se refaire, de récupérer l'argent perdu. Il va parler des mensonges. Il va parler éventuellement de l'augmentation des mises. Et ça va nous donner une première idée de la sévérité du trouble, qui pourrait être confirmée plus tard par l'appréciation d'un questionnaire diagnostique. Alors, intéressant aussi, c'est de parler de l'histoire du trouble. Comment ça a commencé? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a eu des périodes d'abstinence? Des périodes éventuellement de contrôle? Comment est-ce que la personne s'y est prise? Donc, quelque part, le premier entretien, c'est une source vraiment importante d'informations. Alors, ce qui va être important également à évaluer, c'est la question des comorbidités. Est-ce qu'il y a un trouble associé? Est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à l'alcool, par rapport à une substance, un trouble anxieux, un trouble dépressif? Ce qui serait important aussi, c'est de dire, bon, on se focalise sur le problème, mais c'est important aussi de pouvoir se focaliser sur ce qui va bien, sur les ressources de la personne. Et voir un petit peu au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial, quelles sont les personnes autour d'elle en soutien, en ressources. Voir éventuellement si la personne a déjà fait des démarches de soins. Est-ce qu'elle a déjà été voir un psychologue ou un centre spécialisé par rapport au jeu? Pourquoi est-ce que, quelque part, quelle est la différence entre aujourd'hui et hier? Qu'est-ce qui a changé dans sa motivation et dans son approche? Alors, autre point important aussi, c'est la motivation. Alors la motivation, je pense qu'on en a largement discuté dans tous les workshops. Quelque part, depuis des auteurs comme Georges Léon, Prochaska et Di Clemente, nous savons que le changement d'un comportement addictif va passer par différentes étapes. Et que la motivation, ça va être quelque chose qui va être fluctuant, ça va être un processus. Et globalement dans l'idée du modèle en tout cas, c'est que ça va passer d'une motivation plus extrinsèque, plus extérieure et coercitive, à une motivation plus intrinsèque, plus personnelle. Et donc quelque chose que nous utilisons beaucoup, et probablement vous aussi de votre côté, c'est la fameuse roue du changement de Prochaska et Di Clemente, où on passe par différentes étapes, pré-contemplation, contemplation, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Par contre, imaginons un joueur qui arrive pour le premier entretien d'accueil en pré-contemplation. Pour lui, quelque part, le jeu, ce n'est pas un problème. Pour lui, les avantages de jouer, quelque part, pèsent plus lourd que les inconvénients. Alors, on va dire, s'il vient, souvent, c'est pour donner le change. Donner le change par rapport aux proches. Donner le change par rapport au judiciaire. Et en tant que professionnel, je pense qu'il faut être humble. Et l'objectif, ça va être de quoi? Ça va être juste de dire, créer du lien, donner envie de revenir, et éventuellement, petit à petit, semer du doute. Semer du doute dans le fait que le jeu est bénin. Voilà. Et donc progressivement, voilà, on a dit que c'est évolutif. Ah oui, j'ai quelques exemples éventuellement, mais je passerai là-dessus. Dans l'étape suivante, l'étape de contemplation, un événement traumatique, ou une rupture d'emploi, rupture avec le couple, va faire en sorte que le joueur va s'interroger. Est-ce que le jeu est nécessairement... est-ce que la balance avantage-inconvénient est toujours la même? Alors ce qui va être difficile pour le joueur, ça va être de se dire, oui, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de modifier mes habitudes, mais en même temps, si j'arrête le jeu, si on parle d'abstinence, qu'est-ce que je vais faire de tout le temps que j'ai? Comment je vais faire le deuil de tout l'argent dépensé? Et donc là, à ce moment-là, le but du thérapeute sera vraiment de pousser la personne à explorer son ambivalence. À travers, par exemple, vous avez la fameuse balance décisionnelle, où on va explorer les avantages, inconvénients du statu quo, explorer les avantages, inconvénients du changement. Voilà, étape suivante, progressivement, l'idée de changement va maturer dans l'esprit du joueur et entrer dans une phase, je dirais, de décision-préparation. À ce moment-là, le joueur est prêt à s'engager dans un espace, je dirais, plus thérapeutique, d'accompagnement thérapeutique. Alors, un modèle que nous utilisons beaucoup, c'est le modèle de Robert Ladouceur. Il faut savoir qu'au Pélican, l'approche privilégiée, c'est une approche de type TCC. Et donc, l'idée, ça va être vraiment d'aider le joueur à comprendre comment ça marche quand ça ne marche pas. En gros, comment est-ce qu'il est amené à un moment donné à perdre le contrôle. Alors, le modèle de Ladouceur, que je vous présente ici, qui date de 2000, l'idée est la suivante, c'est qu'une situation à risque, vous voyez en haut à gauche, ça peut être le versement du salaire, une publicité pour un jeu de hasard, un ami qui va lui parler d'un gain qu'il a eu par rapport au jeu, va l'amener à un moment donné à avoir des pensées qui vont alimenter cette envie d'aller jouer. Cette envie d'aller jouer va à un moment donné aller dans l'acte, vers un lieu d'exposition
que ce soit l'ordinateur, que ce soit un casino, une salle de jeu, etc. Et donc à ce moment-là, il y aura d'abord une mise. Peut-être le jeu de hasard étant ce qu'il est, il y aura peut-être un gain ou une perte. Mais quelque part, une série de pensées, ça a été évoqué par le professeur Galbraith, des pensées erronées, des croyances, vont alimenter cette poursuite de mise, de gain, de perte, et puis à un moment donné, l'obligation de devoir quitter l'espace de jeu ou à un moment donné, mais voilà, de devoir être en rupture. La sortie devient obligatoire et puis on recommence vers une nouvelle situation à risque. Alors nous, notre travail, ça va être justement de travailler là-dessus, les situations à risque et les pensées liées à l'envie de jouer. Que la personne puisse avoir conscience de comment ça se passe. Qu'est-ce qui lui donne envie d'aller jouer? Quelles sont les situations à risque? Et puis, dans un deuxième temps, de pouvoir travailler là-dessus et de mettre en place des stratégies alternatives. Et donc, nous allons utiliser un outil que vous avez certainement dû entendre durant ces 2 journées. C'est une grille d'auto-observation où la personne est invitée à noter la date, le lieu où elle a eu cette envie de jouer, les pensées qui ont été associées, les émotions, si elle a été jouée, combien d'argent, combien de temps. Et l'idée, ça va vraiment être d'avoir repéré les situations au risque, comme je dis, mais ça va donner aussi un fil conducteur par rapport au suivi. La personne va pouvoir constater qu'il y a certaines stratégies qui sont mises en place qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Voir aussi qu'il y a une diminution. Donc, ça donne aussi une mémoire par rapport au processus thérapeutique. Alors, après, on rentre en phase d'action. La phase d'action, c'est la phase vraiment de l'accompagnement psychologique, avec différents thèmes qui pourront être largement abordés. Et à ce niveau-là, c'est aussi le bon moment pour pouvoir s'intéresser à toutes les ressources disponibles autour du joueur et en Belgique. Alors, première ressource facile, on va dire accessible, c'est l'auto-exclusion en Belgique. Il faut savoir que depuis 2004, vous avez le système EPIS, qui vous permet d'être exclu de salles de jeu, casinos, que ce soit en ligne, que ce soit en dur, et des agences de paris en ligne. C'est juste une feuille, une signature, et le lendemain que c'est envoyé, vous pouvez être exclu. Alors, deuxième chose, c'est l'accompagnement social. Souvent, le social, c'est la porte d'entrée par rapport à la détection du jeu. La préoccupation par rapport aux dettes, qui se font de plus en plus conséquentes. Et à ce niveau-là, ça peut être intéressant d'avoir toute une série d'aides, on va dire du plus contraignant au moins contraignant. On peut avoir une simple évaluation, une guidance budgétaire, jusqu'à un moment donné aussi une décision judiciaire par rapport à un règlement collectif de dette. Éventuellement la mise en place d'un administrateur provisoire de biens. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment être important de mettre en place, mais pas de l'aborder trop tôt. Parce que la confrontation à la réalité financière, ça peut aussi faire fuir. Ça peut aussi faire peur, donc c'est important d'avoir déjà un lien assez fort au préalable. Alors, autre lien important, c'est les joueurs. Vous savez, les addictions au sens large isolent la personne dans son comportement, dans ses habitudes. Le groupe crée du lien. Le groupe a plein d'avantages. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je pense que c'est important de pouvoir avoir et ce suivi thérapeutique et ce lien, et en même temps l'espace pour un groupe de parole. Alors, autre lien important, c'est l'accompagnement médical. Il faut savoir que le centre de l'Asbel Pélican n'est pas médicalisé, donc c'est d'autant plus important de pouvoir orienter vers le médecin traitant, vers le psychiatre. Alors au niveau de la pharmacothérapie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire souvent les 4 objectifs de la pharmacothérapie sont de diminuer les symptômes de sevrage, de remplacer les effets du produit, de bloquer les effets de renforcement et de soulager les troubles connexes. Dans le cadre du jeu, on est vraiment dans les 2 derniers objectifs. On est vraiment de bloquer les effets de renforcement et de soulager les troubles connexes. Il n'y a pas de médicament miracle, voilà, c'est comme ça. Maintenant, en complémentarité d'une approche thérapeutique, c'est vraiment un outil intéressant. Alors, autre ressource, c'est l'entourage. Alors, on a parlé très brièvement de différentes phases par rapport aux joueurs. L'entourage, c'est pareil. Il passe aussi par différentes phases. Quelque part, le jeu, c'est quelque chose qui est fort caché, qui est fort, regardez-moi du temps, qui est fort caché, qui est fort. Et pour le proche, quelque part au début, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a du doute. Il ne comprend pas pourquoi le joueur change d'attitude, pourquoi le joueur commence à avoir des absences injustifiées, pourquoi il change d'humeur. Et puis à un moment donné, une fois que le jeu est mis en avant, c'est le stress. C'est se dire finalement, ces dettes, ça ne concerne pas que le joueur, ça concerne la sécurité financière du ménage. Et à ce moment-là, ce stress, ça peut se traduire par une surresponsabilisation.
le proche va prendre toutes les responsabilités financières, va rentrer dans le contrôle, va s'isoler également avec le joueur. Et donc là, c'est important également en tant que ressource de pouvoir prendre en compte l'entourage, que ce soit éventuellement à côté d'un suivi individuel du joueur, pouvoir prévoir un espace de couple et d'accompagnement voilà, systémique. Alors, autre ressource, mais là, je trouve que c'est vraiment des initiatives qui sont en train de se mettre en place et qui sont quand même intéressantes. J'en citerai deux. À l'hôpital Bruckmann, il y a le docteur Xavier Noël qui utilise la réalité virtuelle, donc la possibilité de plonger un joueur dans un environnement in virtuo, par rapport au fait de pouvoir tester des nouvelles stratégies, de pouvoir se rendre compte aussi des pensées automatiques qui viennent en espace virtuel. Et la deuxième initiative que je trouve important de citer, c'est à l'UCL, c'est Aurélien Cornil qui est en train de mettre en place un groupe de pleine conscience, centré sur la prévention de la rechute dans le cadre du jeu excessif. Et quand on sait les résultats probants par rapport à l'alcool, je suis assez curieux de voir les résultats par rapport à cette population. Alors, autre outil que nous utilisons beaucoup, pour ceux qui étaient là dans le workshop précédent ici, on en a parlé largement dans le cadre de Aide Alcool. Il faut savoir qu'il existe également ce même site par rapport au jeu. Ça s'appelle Aide aux joueurs. Alors, vous avez à gauche toute une série d'informations et d'autotests, et à droite, un programme d'accompagnement en ligne. Alors, ça peut être utile entre deux séances. Il y a un thème qui est abordé, qui peut être approfondi à travers des articles, des informations que le joueur va trouver sur le site, qui pourront être apportées en séance et servir dans un accompagnement de psycho-éducation. Et le self-help en ligne, qui va reprendre en fait tous des outils abordés en séance, des outils de type cognitivo-comportemental, qui pourra utiliser chez lui par le biais de ce média. Voilà, vous en avez ici l'idée par rapport à l'information et l'autotest, et puis ici par rapport aux différents exercices qui sont abordés. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails ici. Alors, enfin, nous avons la question de la stabilisation et de la prévention de la rechute. Quelque part, c'est l'occasion de dire à un moment donné, quand il y a un retour au jeu, c'est de pouvoir dire stop. C'est de se dire, on est dans un accro, on ne commence pas à rentrer dans une rechute, étalée dans le temps, et de pouvoir analyser ce qui s'est passé. Et souvent, dans le modèle de Prochaska et Di Clemente, je trouve ça intéressant pour les joueurs de pouvoir en fait le voir en 3 dimensions. Et de se dire, quand j'arrive finalement à la rechute, à l'accro, ça dépend, les termes sont quand même importants, c'est de pouvoir se dire, tout ce que j'ai fait avant, c'est un acquis. C'est vraiment un appui sur lequel je peux aller pour aller plus loin. Voilà, donc il me reste 5 minutes pour élargir un tout petit peu la réflexion aux joueurs qui ne viennent pas consulter et qui sont nombreux. Alors, c'est un peu la remarque que j'ai faite en début d'intervention sur le nombre de joueurs problématiques en Belgique, sur l'augmentation probable par rapport au boom des jeux en ligne. Alors, il y a ces chiffres qui m'ont toujours interpellé dans ma pratique, c'est de savoir que 14% des joueurs pathologiques et seulement 2% des joueurs à risque ont cherché de l'aide. C'est peu. 21% des joueurs pathologiques et 78% des joueurs à risque ne pensent pas arrêter. Et enfin, 35% des joueurs pathologiques et 55% des joueurs à risque ne savent pas où s'adresser. Alors moi, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui les empêche? Quels sont les freins par rapport à l'accès aux soins? Et donc, il y a un chercheur sur Vali qui a fait une recherche par rapport à ça, qui a identifié différents freins. Le premier frein, c'est un facteur lié à la société. Le fait que finalement, c'est une addiction qui est fort méconnue, que ce soit dans la population générale, que ce soit auprès des joueurs, que ce soit auprès des soignants, que ce soit auprès des politiques. Et quelque part aussi, par rapport au jeu, il ne faut pas oublier qu'avant les années 80, on parlait encore du jeu comme d'un vice. Donc il y a aussi une honte et une stigmatisation par rappor au jeu. Et je trouve ça assez amusant. Ce que vous voyez là, en fait, c'est dans un musée de torture italien que j'ai trouvé ça. C'est un collier, en fait, c'était au XVIIIe siècle, un collier qu'on affublait en fait aux joueurs impénitents de cartes et de dés. Et en fait, ils étaient affichés sur la place publique, que vous voyez ici, comme la honte et comme sujet de moquerie. Alors, que faire? Informer. Informer. Prévenir par rapport aux risques.
que ce soit sur des populations ciblées, les ados, ben les personnes âgées également. Autre frein identifié, pardon, c'est les freins par rapport aux facteurs liés aux prestataires de soins. Souvent, ben les associations étiquetées jeux sont peu nombreux en Belgique. Elles sont souvent débordées. Le prix, ça peut être un frein. La liste d'attente, ça peut être un frein. La méconnaissance de la problématique. Le manque de visibilité de ces services de soins. Et puis il y a des facteurs liés à la personne. On a parlé de la comorbidité. Souvent, le jeu vient comme une problématique secondaire par rapport à une première problématique. Et puis l'objectif de l'abstinence, c'est de se dire, oui, mais si je vais dans un centre de soins, on va m'obliger, on va me demander d'arrêter. Je ne suis pas prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à faire ce pas. Et donc là, on va dire, la question, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on peut faciliter l'ouverture par rapport à ces freins? Et une des pistes, et ça rejoint ce que, pour ceux qui étaient là juste avant, le site d'alcool, sur le site aide aux joueurs, c'est aussi une porte d'entrée par rapport à toute une série de gens qui ne viennent pas consulter. Par exemple, en 2017, c'était 400 000 visites. Vous avez, je dirais, 20 000 personnes qui ont téléchargé le questionnaire pour évaluer leurs problématiques de jeu. Vous en avez plus ou moins 3 000 qui ont téléchargé le formulaire d'auto-exclusion. Et puis, vous en avez 721 qui ont commencé le programme de self-help en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 721 personnes, pour 80% d'entre eux, c'était leur première démarche. Et donc, l'idée, c'est toujours de dire que ce n'est pas la panacée non plus, mais c'est une première accroche. C'est un premier moyen de pouvoir, en tout cas, les réorienter vers les services de soins. Donc voilà, je vais conclure cet exposé par 4 points. En fait, il faut savoir qu'il y a le Conseil supérieur de la santé, en novembre 2017, qui a édité une note sur le jeu pathologique et qui reprend en fait 4 axes par rapport à la protection du joueur. Premier axe qu'ils mettent en avant, c'est vraiment développer la recherche dans ce domaine. Deuxième axe, c'est mettre en place des mesures structurelles concernant l'offre de jeu. Ça concerne l'accessibilité, l'horaire, l'âge d'accessibilité, l'extension du système d'exclusion. Enfin, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Troisième axe, améliorer la connaissance de la dépendance au jeu et de l'offre de soins disponible. Et enfin, quatrième axe, renforcer l'offre de soins disponible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Une question dans la salle? Oui. Bonjour, merci pour ce super intéressant exposé. J'aurais une question concernant les gens qui ne viennent pas consulter. Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a également aussi des personnes qui arrivent à arrêter par elles-mêmes également et qui, oui. Voilà, juste le fait de généralement perdre beaucoup d'argent vont leur faire diminuer ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne remettent jamais les pieds dans un casino. Est-ce que vous avez des connaissances concernant une certaine forme de proportion ou est-ce que c'est un mythe, cette espèce d'auto-guérison et qu'in fine, on développera toujours oui. Alors pour vous répondre, les personnes qui ne se manifestent pas, c'est difficile de pouvoir les identifier. Mais non, moi, je pense effectivement que la rémission spontanée, elle existe, qu'elle est présente. Maintenant, je pense qu'il a été évoqué aussi, c'est le fait que le jeu, quelque part, n'est pas quelque chose de continu. Il peut y avoir vraiment, quand on écoute un joueur nous parler de sa carrière dans le jeu, il va parler de période d'abstinence. Il va parler de période où, quelque part, il y a eu un arrêt par rapport au jeu. Et ça va être quelque chose qui va être plus de l'ordre de l'intervalle. Et peut-être que, voilà, à un moment donné, il va y avoir cette problématique de jeu qui va être bien en silence pendant la période d'abstinence. Et puis après, au retour, à un moment donné, cuite par rapport au soutien et par rapport à l'aide. Donc, pour vous répondre, oui, je pense qu'il y a des rémissions spontanées. Maintenant, si ce n'est pas le cas, cuite par rapport à l'aide que nous pourrons leur proposer. En vous écoutant, je me demandais peut-être de quel stade de la prise en charge il est intéressant de proposer le passage au groupe de self-help. Je dirais en phase de prise de décision. Quand on est dans l'ordre de l'ambivalence, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Le groupe est confrontant aussi.
Pour les personnes, c'est pas évident de pouvoir s'inscrire dans cette démarche de groupe. Quand on parle de self-help au niveau du groupe, souvent on parle des joueurs anonymes, qui derrière les joueurs anonymes, quelque part, c'est l'abstinence, 24 heures à la fois. Cette exigence d'abstinence peut aussi être un frein. Et donc je pense que c'est important que la personne soit vraiment en phase de prise de décision, de se dire je vais aller vers une réduction du jeu ou une abstinence du jeu. Et après ça, c'est de pouvoir développer la curiosité et le lien vers d'autres ressources. Donc moi, je ne proposerai pas trop vite des pistes, trop vite des ressources. J'attendrai un peu. Par contre, si je vous ai bien compris aussi, pour des gens qui ne sont pas dans une démarche de changement définie, il y a une écoute et puis pas une rencontre qui est possible, un travail qui est déjà possible. Et ça, c'est important. La personne n'a pas besoin d'être déjà dans un changement pour avoir une aide spécifique. Après, le self-help, comme vous le proposez, c'est en évoquant les joueurs anonymes, effectivement des groupes avec des règles, des settings particuliers, donc ils peuvent ne pas correspondre, effectivement. Mais d'autres aides, oui. C'est difficile à répondre, dans le sens où la plupart des personnes qui nous consultent sont souvent quelque part, ils ont une demande, mais il y a surtout une pression extérieure derrière, où il s'est passé quelque chose. Alors dans l'instant, peut-être qu'ils vont évoquer le fait de dire, mais pour moi, il faut arrêter le jeu. C'est l'abstinence, le jeu est source des problèmes. Mais c'est un peu ce que j'ai évoqué tout de suite. Il y a un moment donné où la personne est on va dire à froid, pour reprendre les propos de Robert Ladouceur dans la consultation, où il va parler de son abstinence, il va parler des problèmes de jeu, des conséquences, du fait qu'il veut arrêter. Et puis quelque part, une fois qu'il sera sorti et qu'il y aura une situation à risque, il y aura quand même un retour au jeu. Et je pense que l'important, justement dans l'écoute et dans l'accueil du joueur, ça va être pouvoir lui dire qu'il peut s'autoriser à se fixer son objectif. Si c'est la diminution, la question du contrôle du jeu, on partira de cet objectif-là, quitte à ce qu'il se plante, on va dire, quitte à ce qu'il se trompe. Et à ce moment-là, il va se dire, mais finalement, quelque part, l'abstinence, c'est peut-être une piste que je peux envisager. Ce qu'il n'était pas prêt à faire au début. Dernière question. Oui, vous pouvez. Le fil arrive jusqu'à vous sans problème. Il faut que je me dépêche. Pas de souci, merci. Bonsoir, on peut dire déjà bonsoir. Merci pour votre exposé très clair. Je suis chargée de projet à Suétude dans une commune bruxelloise. J'ai une question et une réflexion plus générale peut-être aux trois intervenants. Donc la première question que j'ai, c'est quid de la publicité qui est faite aujourd'hui un peu partout, alors que les jeux sont déjà disponibles et on voit très bien où on peut jouer. Moi, je suis assez interpellée par ça. Et la deuxième question que j'avais, qui s'adresse peut-être aux trois chercheurs, aux trois intervenants, c'est l'idée dans l'optique de ce nouveau paradigme, de sortir en fait du pathos, même si on s'adresse ici, même si on se base sur le DSM-5. Dans quelle mesure on stigmatise pas, quel que soit le comportement d'une personne qui a une addiction, quand on le qualifie de pathologique en fait, et au lieu de favoriser ses capacités et ses ressources justement. Voilà. Je me propose peut-être de répondre à la première question et puis peut-être de laisser mes collègues répondre à la suivante. La question de la publicité, c'est une question qui est tout à fait d'actualité. Vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Ça se pose dans le domaine du soin, mais ça se pose aussi dans le domaine de la régulation, au niveau de la commission des jeux. Quelque part, je vous donne un avis personnel par rapport à la publicité. Pour moi, le risque publicitaire d'exposition, singulièrement par rapport aux paris sportifs, c'est quelque part la représentation sociale par rapport aux paris. Le côté, on va dire, qui devient normal.
Ce qui nous est présenté à travers les publicités, à travers notamment à la Coupe du Monde, c'est quelque part que voir un match de foot entre amis, c'est normal de parier entre amis. Ça devient quelque chose d'usuel. Et quelque part, la publicité va aussi renforcer, on a parlé des fausses croyances, c'est une série de fausses croyances que le joueur va alimenter, et ça va alimenter son envie de jouer. Je vous en donner un exemple. Vous connaissez tous peut-être Unibet, et on dit on ne gagne jamais par hasard. Donc ça vous laisse croire que finalement, si vous êtes suffisamment informé, vous pourrez déjouer les pronostics. Et donc vous pourrez battre la machine, battre les paris sportifs. Et donc quelque part, ce phénomène de publicité, pour moi, c'est vraiment quelque chose à réduire, à contrôler, voire idéalement à interdire. D'ailleurs, au niveau du Conseil supérieur de la santé, ce qui est recommandé, c'est de purement et simplement interdire la publicité des jeux de hasard et d'argent. Voilà.